Donc après avoir vu cette première partie de la chanson qui fait référence au bonheur, au temps, prenons maintenant la deuxième partie de la chanson qui renvoie à d'autres notions du bac et notamment au travail et à la technique. Alors je cite une parole de On verra de Nekfeu. On se fait chier au taf, on attend les Kansva en han. Les Kansva, c'est les vacances, j'ai compris. Hein. Donc on se fait chier au taf, on attend les Kansva en han. On se parle derrière un ordi, mais en vrai, quand est-ce qu'on se voit en han? Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce qu'on peut relire. Oh, je l'ai dit, c'est intéressant. Alors, là, c'est intéressant parce qu'on pourrait en fait relier toute cette partie de la chanson de Nekfeu aux propos de. Enfin, on pourrait l'expliquer avec les propos de Hannah Arendt et notamment la distinction qu'Hannah Arendt fait entre l'action, le travail et l'œuvre. Alors là, je vais reprendre les propos de Guillaume Deveau dans le livre Apprendre à philosopher avec Hannah Arendt, et notamment page 91 et suivante, pour rendre compte de ces deux notions qui sont dans la chanson de Nekfeu, qui sont le travail et la technique. Alors l'action, je passe très vite, hein, pour Hannah Arendt, l'action c'est l'intervention sur les autres, notamment dans le domaine de la vie politique. Le travail, alors le travail c'est ce qui est produit, c'est l'intervention des individus sur les choses. Je cite Guillaume Deveau, hein, pour dire que le travail c'est non pas ce qui est uniquement le labeur, ce qui est laborieux, mais l'ensemble, je cite, des occupations qui pourvoient aux besoins de la vie, c'est l'activité de production, hein, de ce qui est nécessaire, des biens de consommation qui sont nécessaires à l'entretien de la vie. Hannah Arendt là reprend toute la conception du travail de Marx, mais elle élargit la notion d'aliénation. C'est pas uniquement, vous voyez, l'ouvrier qui est aliéné, c'est aussi le travailleur, c'est aussi d'autres formes de travail. Et le travail renvoie donc à la production de ce qui va être consommé. Alors du coup, qu'est-ce qui distingue le travail de l'œuvre? Le travail, c'est ce qui est issu de la production, l'œuvre, c'est ce qui est issu de la technique. Technique entendue au sens d'un savoir-faire. Hannah Arendt oppose l'homo laborens. Alors, l'homo laborens, c'est l'homme de la production, et elle l'oppose à l'homo faber, qui est l'homme de l'ouvrage. Là, il s'agit de voir la condition, ce que dit Hannah Arendt dans la condition de l'homme moderne. La production, c'est ce qui nous aliène au monde, ce qui nous a servi au monde, alors que l'œuvre, c'est ce qui crée un monde, c'est ce qui est destiné non pas, vous voyez, à la consommation courante, quotidienne, mais c'est ce qui est destiné, vous voyez, à un usage et qui va durer. Et qui va durer. Alors, dans l'œuvre, Hannah Arendt réserve une place très particulière à l'œuvre artistique. Alors, l'œuvre artistique, c'est ce qui s'inscrit dans une tradition culturelle, mais l'œuvre artistique ou l'œuvre d'art, ce qui la distingue des autres œuvres, c'est qu'elle n'a pas d'utilité. Elle n'a pas d'utilité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une fonction précise, elle ne fait pas l'objet, vous voyez, d'un usage précis, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle dure et qu'elle peut prétendre à la quasi-immortalité. Parce que justement, on ne va pas s'en servir, on ne va pas la consommer, on ne va pas l'utiliser et après la jeter comme un vulgaire objet de consommation. L'art, justement, n'a pas pour vocation à être utilisé, n'a pas pour vocation à être utile. Elle est juste créée, vous voyez, pour le monde. Elle est là pour embellir le monde, pour contribuer à une tradition culturelle au sein du monde, et pas simplement dans une société, hein, le monde, c'est-à-dire le monde commun que nous partageons tous. Le monde commun que cette pluralité qu'on voit souvent dans les paroles de Nekfeu
représente. Je vais... Donc oui, je voulais citer Maryvonne Longeard, hein, un article qu'elle a publié sur le site de l'Académie de Grenoble au sujet du texte d'un extrait d'Hannah Arendt qu'on va étudier en cours sur l'œuvre d'art. Alors, Maryvonne Longeard, je cite, elle dit pour Hannah Arendt, l'art a une finalité, être au monde, mais il n'a pas de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il n'a pas pour but d'être utile, de servir à quelque chose pour les hommes qui l'utilisent. Ça veut dire, en d'autres termes, l'article est très intéressant. L'art, en fait, il est pour le monde, il n'est pas pour les individus qui vont le consommer, l'utiliser et ensuite, voilà, le jeter parce qu'il est obsolète. L'œuvre d'art est différente des objets d'usage qui sont issus de la production. Et là, on pourrait dire, chez Nekfeu, il y a cette opposition très importante entre, d'un côté, vous voyez, le travail aliénant, la société de consommation aliénante, et l'art qui serait le grand stimulant de la vie, comme le dit Nietzsche. Je vous lis un autre extrait de la chanson On verra. Car l'amour, le son et la bouffe sont devenus consommation rapide. Les jeunes pensent plus à des stars débiles qu'à Martin Luther King. Là, vous voyez, on est dans quelque chose qui, à mon sens, est très proche d'Hannah Arendt. Et dans une autre chanson, par exemple, une autre chanson qui s'appelle Le bruit qui court, là, Nekfeu a des positions ouvertement féministes. Vous voyez, comme quoi le cliché, le rap, c'est sexiste, machiste, etc., n'a pas lieu d'être. Il y a une très belle vidéo sur la chaîne Le Règlement, hein, sur les préjugés qu'on pourrait avoir à l'égard du rap. Donc, dans Le bruit qui court, Nekfeu, à un moment, dénonce... on pourrait dire la souffrance au travail, la domination symbolique, le harcèlement sexuel, les discriminations de genre qui ont lieu au travail comme justement activité aliénante et comme rapport au monde aliénant. Je cite Le bruit qui court de Nekfeu. Voilà, c'est comme être compétente au taf et subir que des allusions. Là, Nekfeu fait référence à l'inégalité de salaire, comme le montre très bien la vidéo sur la chaîne YouTube, Le Règlement, consacré à Nekfeu. Alors, j'en étais où dans mes notes? Bon, tout ça est désordonné, donc petite pause. Donc voilà, et du coup, alors on peut prendre la troisième partie de la chanson qui finalement montre que cette quête du bonheur, certes, elle se heurte au temps, certes, elle se heurte aux aliénations de ce monde du travail, de la production, de la technique qui est censée nous faciliter la vie, mais qui ne fait que nous la compliquer davantage, hein, pour reprendre une idée de l'école de Francfort. Et dans la troisième partie de la chanson, c'est quand même malgré ces obstacles effectivement qui se présentent à nous dans cette quête incertaine du bonheur, Nekfeu répond qu'on peut quand même peut-être l'atteindre, ce bonheur. Et comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Justement à travers l'art qui est le grand stimulant de la vie. Pour reprendre Nietzsche, je cite On verra de Nekfeu. Pendant que ses copains révisaient, le petit Ken, donc le petit Ken c'est lui, devenait écrivain. Donc là, vous voyez encore une autre notion du bac, l'art. Quand je vous dis Nietzsche, l'art c'est le grand stimulant de la vie, c'est le texte qu'on va voir, hein, issu du Crépuscule des idoles, qu'on va étudier en cours, que ce soit en terminale générale ou en STMG, on va faire quand même ce texte ensemble. Donc vous voyez, au début de la chanson, Nekfeu nous dit on s'ennuie à l'école, on s'ennuie au travail, et donc quelque part l'art serait le grand stimulant de la vie, peut-être beaucoup plus justement que la vérité que véhiculent ces grands discours normatifs, hein, qui sont empreints d'une logique à connotation rhétorique.
l'art est le grand stimulant de la vie, peut-être beaucoup plus que cette vérité qui nous est imposée par ceux qui nous font croire, vous voyez, à l'existence d'un... Là, je reprends l'idée de Nietzsche dans Le crépuscule des idoles, ceux qui nous font croire à l'existence d'un arrière-monde, comme Platon et Descartes, hein, ceux qui privilégient l'esprit au corps, ceux qui privilégient le monde imaginaire du vrai à la réalité du monde d'ici-bas, finalement, qui est le seul qui existe et dans lequel on vit. Je cite encore Nekfeu, nos corps fonctionnent à l'envers, on marche avec des têtes. Bon, c'est une parole qui est très très nietzschéenne. Hein. Pour Nietzsche, il faut se réconcilier avec le corps, avec les sens, avec l'instinct, avec la volonté de puissance. Et la volonté de puissance, elle n'est pas du tout à entendre au sens de Kant, c'est-à-dire comme une faculté de l'intellect. Pour Nietzsche, la volonté de puissance, c'est une force qui vient du corps, une force qui crée de nouvelles valeurs et qui améliore la vie, qui fait de la vie justement une œuvre d'art, qui fait de la vie quelque chose de stimulant et non pas quelque chose d'ennuyeux qui nous fatigue moralement et nous amène à nous réfugier, comme le montre Nekfeu dans des choses autodestructrices, conduire sous, être drogué, etc. Non, l'art qui fait de la vie. Nietzsche dissocie d'ailleurs hein, l'ivresse que provoque l'exaltation de l'art et la basse ivresse que procurent les bières dans les brasseries allemandes. Il y a un très beau texte de Nietzsche là-dessus où il dissocie l'ivresse justement provoquée par la volonté de puissance. Et donc c'est dans ce sens qu'on pourrait l'entendre chez Nekfeu, et c'est également dans ce sens qu'on pourrait interpréter, vous voyez, le final de la chanson, qui est un pur chef-d'œuvre. Quand Nekfeu dit je n'en ai rien à foutre de rien, on verra bien. Alors c'est pas du tout, vous voyez, un nihilisme hein, au sens c'est pas juste la destruction des valeurs, hein, je n'en ai rien à foutre de rien, c'est pas du tout le règne du néant. D'ailleurs on le voit dans le clip, la fille à côté de qui est Nekfeu, il n'en a pas rien à foutre, donc le rien à foutre de rien, c'est pas le néant. Le rien à foutre de rien, c'est quand il jette justement son verre de champagne et que la fille rigole, et donc le rien à foutre de rien de Nekfeu, en fait c'est une puissance d'affirmation, hein, pour reprendre encore Nietzsche, c'est une puissance d'affirmation. C'est Nekfeu, en fait il s'adresse, je dirais, à des jeunes lycéens comme vous, il s'adresse à des étudiants, il s'adresse à des gens, il le dit lui-même dans ses interviews, à des gens du quotidien, aux jeunes lambda, voilà, qui est dans telle banlieue parisienne ou dans telle ville, dans tel endroit du monde. Donc Nekfeu, il s'adresse en fait à des gens comme vous, des gens qui sont jeunes, qui sont à un âge où on se sent fragile, où on se sent vulnérable, angoissé, où on se pose plein de questions sur l'avenir, hein, l'avenir, ce présent qui arrive bientôt. Et en fait, Nekfeu, il leur dit qu'il faut arrêter de porter servilement sur ses épaules les valeurs dominantes finalement d'un système violent qui nous broie, qui nous aliène, qui nous fatigue moralement. Nekfeu, quand il dit rien à foutre de rien, en fait, il s'oppose aux valeurs qui sont dominantes aujourd'hui et qu'on entend dans tout un tas de discours dominants. Ouais, l'efficience, la compétition, la performance, la responsabilité, l'autonomie, ouais, tout, un peu tous ces mots valises. Et puis Nekfeu, à un moment, il se demande, et si on n'est pas performant, et si on n'est pas, vous voyez, efficace, et si on préfère la solidarité, l'entraide, justement à la compétition, et si on ne fait pas partie de l'élite, vous voyez, de ceux qui ont réussi, qui sont consacrés socialement par des titres, des diplômes, la reconnaissance, vous voyez, là encore, on voit à quel point il y a un rapport de Nekfeu à Épicure, finalement. Au bout du compte, voilà, au bout du compte, on va en faire quoi de tous ces honneurs, cette quête effrénée, vous voyez, du pouvoir, de la domination? On n'en fera rien, ça n'aura pas forcément stimulé notre vie. Et surtout, vous voyez, l'angoisse de ne pas faire partie de ceux qui sont performants, efficients. Et si on ne fait pas partie de l'élite, et si on ne fait pas partie de ceux qui ont réussi, eh bien, on verra bien, nous dit Nekfeu, et ça, c'est très très bien, on verra bien. Là, je pense au très beau texte de Sartre,
dans les cahiers pour une morale, le texte de Sartre sur la tuberculose qu'on a étudié en cours, ben Sartre nous dit me voilà tuberculeux. Eh bien, on verra bien. On verra bien quels seront les nouveaux possibles qui vont s'offrir à nous, vous voyez, dans cette nouvelle situation et les nouveaux choix qu'on va faire. Être tuberculeux, vous voyez, ne diminue en rien ma liberté. C'est simplement de nouveaux possibles, de nouveaux choix qui vont s'offrir à moi et, ma foi, on verra bien. Alors, il y aurait une autre chanson dont j'aurais envie de vous parler, mais j'ai pas le temps, j'ai beaucoup parlé. C'est l'univers. L'univers qui chante avec Vanessa Paradis. Et là encore, pardon. Et là encore, c'est une belle réflexion, vous voyez, sur le bonheur. Est-ce qu'on peut atteindre le bonheur en amour? Ça, c'est une très belle question philosophique. Est-ce que le désir, finalement, peut nous mener au bonheur? Le désir n'est malheureusement plus une notion du bac. Nekfeu, alors je cite une parole de Nekfeu et de Vanessa Paradis dans l'univers. Je sais qu'on ne serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sépare. Là, vous voyez, et pourtant, la chanson prolonge, et quand même, malgré tout, il y a l'attirance de l'un l'autre. Donc ça rejoint, cette chanson peut-être rejoint aussi l'idée dans On verra, et que il ne s'agit pas de faire du bonheur une quête effrénée du plaisir, mais peut-être qu'une vie heureuse est beaucoup plus importante ici-bas qu'une vie enfermée dans les normes standardisées de la réussite dans un monde où finalement on s'ennuie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et merci d'avoir assisté à cette vidéo. Au revoir.